toi tu veux nous parler un petit peu Voilà, c'est quand même un beau bébé, hein. Elle est plus lente que moi. En tout cas, la petite Céline se régale bien. C'est bon, nos baguettes sont bien à cuire. Ma belle baguette. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pas une vidéo toute seule, mais une vidéo avec quelqu'un. Donc voilà, je suis accompagnée de papa et aujourd'hui, ça va être une vidéo sur le blé. Donc papa doit partir dans les champs. Donc tu m'appelles quand tu es arrivé, ok? Ok, on y va. Allez, on va essayer de faire quelque chose de bien. C'est ma première vidéo. Allez, à tout de suite. Donc là, papa part en voiture et il va m'appeler du coup avec mon petit téléphone. Donc il faut juste que j'attende qu'il m'appelle. Donc en attendant que papa soit parti dans les champs, je voudrais remercier du coup Aurélien et Stervio qui ont parlé de moi dans leur live YouTube. Donc merci beaucoup à eux. Et je voulais aussi remercier Sous le Hangar qui ont partagé ma publication sur Instagram. Vous aussi, vous pouvez du coup m'aider à atteindre les 10 000 abonnés parce que je vous rappelle, il y a une surprise aux 10 000 abonnés. Ce que vous pouvez faire, c'est du coup vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un like, mettez un petit commentaire aussi. Et vous pouvez aussi partager la vidéo. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, je crois que c'est papa qui m'appelle. Oui, papa. Ah, d'accord. Bon, papa vous passe le message, donc vous devez aller dans les champs avec papa. Donc moi je vous dis à tout de suite. Donc Oxine, me voilà arrivé dans un champ de blé forcément. On va découvrir ensemble le chantier de moisson, un chantier de récolte de blé. Pour vous mettre dans le contexte, aujourd'hui on est le 29 juillet 2025 et on est dans le petit village de Nord-le-Lingan, un village du Pas-de-Calais situé dans l'axe Calais-Saint-Omer. Alors, comment se présente le blé? J'ai avec moi donc un pied de blé sec avec la partie racinaire, les feuilles, les tiges et les épis. Et dans les épis, on va aller les chercher. On a les petits grains de blé. Alors, quand on récolte le blé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir justement séparer les grains de blé. Voilà, ici. De ce qu'on va appeler la paille. Donc la moissonneuse batteuse, comment ça fonctionne et à quoi ça sert une moissonneuse batteuse? La moissonneuse batteuse, c'est ce qui va nous permettre de récolter le grain. Ça va nous permettre de séparer donc le blé, donc le grain de blé, de ce qui est partie paille. Comment ça fonctionne? Les anciennes moissonneuses batteuses, comme celle-ci, comme celle de Christophe, fonctionnent avec des batteurs. En dessous de la cabine, vous avez un batteur, c'est un rouleau qui va venir taper toute la matière qui rentre dans la machine sur une grille et faire tomber les grains de blé. Un peu une démonstration, un peu comme ça, voilà, hop, si vous voulez, ça tape, ça tombe sur la grille et on récupère les grains de blé. Un deuxième organe de ces machines, ça s'appelle les secoueurs. J'ai une petite image pour vous en même temps que je parle. Les secoueurs vont fonctionner comment? Ça va secouer toute la matière qui a déjà perdu pas mal de grains grâce au batteur, mais parfois il y a encore quelques petits grains d'accrocher. Donc ça va permettre de décrocher les derniers grains et pouvoir bien séparer le grain de la paille. Alors tous les grains vont rester bien évidemment dans la machine, dans une trémie, on verra tout à l'heure. Et la paille va être rejetée à l'arrière de la machine. Et elle est ici, ce qu'on appelle, on la met en andin. Donc Oxine, toi qui veux nous parler un petit peu technique, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire de toute cette paille, de tous ces andins de paille et l'utilisation qu'on peut en faire? Allez, je te laisse. Alors papa, du coup, tous ces andins de paille, on va venir à les presser. Donc là, devant moi, j'ai un petit ballot. J'ai un petit ballot, donc là c'est le format petit, mais on peut avoir des plus grands que je vous montrerai juste après. Donc là, du coup, on va venir presser toute cette paille. Pour gagner bien sûr de la place, parce que si on met tous ces andins de paille comme ça, on va vraiment perdre beaucoup de place. Comme ça par exemple. Alors que si on les presse comme ça, vous voyez la différence. Mais vous voyez très bien qu'on gagne beaucoup de place. Et du coup, on les referme avec
des petites cordes bleues que vous voyez. Donc ça fait entre 10 et 15 kilos, donc ça dépend le producteur, mais voilà. Maintenant que je vous ai dit qu'on pouvait faire des petits ballots comme ça, on va aller voir les plus gros. Allez, c'est parti! Donc du coup, on est arrivé devant les bottes. Donc celle-ci fait entre 200 et 250 kilos. Donc celle-ci, je pense, c'est la dernière parce qu'elle est plus petite. Donc ça, je pense qu'elle fait plus 150 kilos que 250. Donc voilà, c'est quand même un beau bébé, hein. Elle est plus lourde que moi. Venez avec moi, du coup, celle-ci qui est sur le côté, on voit bien. Donc là, elle est pressée et roulée. Donc vous voyez, on voit un peu en escargot. Vous voyez que ça fait ça un peu. Donc c'est pressé et roulé. Bon, allez, autre format. Donc là, maintenant, je suis devant les gros ballots carrés. Donc là, juste à côté de moi, du coup, il y a un petit ballot carré. Et du coup, voici l'énorme ballot carré. Donc, contrairement à celui-là qui fait entre 10 et 15 kilos, l'autre qui fait 200-250 kilos, celui-là il fait plutôt 400-500 kilos. Donc il est beaucoup plus lourd, mais c'est la même façon de presser que les petits ballots carrés, du coup parallélépipède, pas de rectangle. C'est tout des tranches, c'est une presse qui va en fait pousser comme ça et non rouler. En escargot, là si on regarde un peu, vous voyez, on a des genres de tranches. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on presse. Du coup, maintenant que je vous ai montré comment on a stocké, je vais vous montrer à quoi ça sert pour nous la paille dans les animaux. Donc du coup, je vais vous montrer dans un épi qu'il n'y a pas de grains, ou s'il y a des grains, c'est que ça n'a pas très bien été ramassé. Donc là, vous pouvez voir que quand je l'écrase, hop, je fais ça. Voilà, il n'y a pas de grains, c'est juste des miettes. Donc voilà, donc là par exemple, cet épi-là a bien été ramassé. Donc heureusement, il n'y a pas beaucoup de grains, donc c'est trop bien. La machine a bien travaillé. Donc du coup maintenant on va parler plutôt de l'utilisation de la paille. Donc en fait l'utilisation de la paille c'est pour mettre, du coup on va rentrer dans les chèvres. Donc d'abord c'est pour venir donner à manger, donc les chèvres adorent. Et puis les résidus du coup qui ne mangent pas, ça tombe par terre. Donc vous pouvez venir par terre, regardez. Vous voyez, il y a quelques résidus qui tombent par terre comme ça et qui font que du coup, eh bien ça va faire la litière. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on met aussi dans les box de maternité ou quand on refait ici le fumier, on remet une petite couche de paille. Donc ça nous sert à la fois à donner à manger mais aussi à faire la litière. Donc ça a deux avantages. C'est très bon pour les ruminants car la paille, contrairement au foin, le foin ça se plie plus facilement alors que la paille reste assez rigide. Hein. Donc ça va venir piquer le rumen et ça vient provoquer du coup la rumination. Parce qu'une chèvre qui ne rumine pas, c'est pas normal. Voilà, donc comme on peut voir ici, donc là ils mangent et après une fois qu'ils ont mangé, eh bien ils viennent ruminer. En tout cas, ma petite Sibylline se régale bien. Et du coup, tout ce fumier, on en fait quoi? On va aller au tas de fumier et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on en fait. Allez, à tout de suite. Du coup, on est arrivé devant le tas de fumier. C'est la litière, mais au final, litière, fumier, moi j'appelle ça la même chose. Donc ici, on a tout le fumier des chèvres, donc qu'on a tout mis en tas et qu'on va venir épandre du coup après dans les champs. Et du coup, ça va venir faire un peu comme le compost si vous voulez. Ça va venir se dégrader et finir par faire de l'engrais pour la graine ou le fruit ou la plante du moins suivante qu'il y aura dans ce champ. J'en ai fini avec l'utilisation de la paille. Maintenant, vous allez pouvoir rejoindre papa dans les champs. Alors tout ce beau champ de blé, il n'a pas poussé en 2 jours bien évidemment, il a été semé à l'automne, au mois de novembre je crois celui-là. Il va se développer doucement pendant l'hiver, feuille par feuille, et c'est au printemps que les tiges
avec les épis vont monter. Et c'est en été qu'on va venir récolter et détacher ce grain de son épi. Donc aujourd'hui il y a un petit peu de vent, il y a du soleil, les conditions idéales pour récolter, puisque forcément vous imaginez bien qu'un épi mouillé, les grains vont mal se détacher, vont rester collés dessus. Donc il y en a besoin d'un peu de temps sec pour dire que le grain se détache bien de son épi. Le but, vous comprenez bien, c'est de récolter bien sûr tout le grain ou presque tout le grain. Les machines aujourd'hui sont de plus en plus performantes pour justement éviter la perte de grain et pouvoir récolter la quasi-totalité de ce qu'il y a comme grain sur un épi. Ici on a une machine donc, qui fonctionne encore avec un batteur, comme j'ai expliqué tout à l'heure au début. Les nouvelles générations sont avec des systèmes de rotor. C'est complètement différent. La matière vient tourner dans un rotor pour pouvoir détacher correctement les grains de blé de leur épi. Donc les machines sont en constante évolution pour réussir à récolter la quasi-totalité du grain et aussi conserver une belle qualité de paille, puisque la paille, Oxine vous l'a expliqué tout à l'heure, on l'utilise pour pas mal de choses. Donc on veut aussi conserver une belle qualité de paille, pas broyer la paille, pas faire la petite paillette, puisque ça serait compliqué à utiliser. Donc voilà un petit peu. Bon Oxine, il me semble que tu es peut-être avec des animaux. Est-ce que tu peux nous parler de l'utilisation du blé dans l'alimentation animale? Oui papa, je suis avec des animaux, donc je vais leur donner le blé qu'on a récolté. Donc hop, une poignée. Donc voilà le blé, hop. Du coup, hop, je vais donner à ceux-là maintenant. Voilà, là ils viennent. Et donc oui, le blé rentre en grande partie de l'alimentation des volailles, donc les canards, les poules, les oies, etc. Donc on va aussi nourrir les cochons grâce au blé. Il n'y a pas que les volailles qui mangent du blé. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les chèvres, pour elles, c'est toxique. Par contre, pour les cochons, c'est pas comme les volailles où on va donner directement le blé. Ça va être quand même un minimum transformé pour donner après aux cochons. Donc du coup, papa, tu as beaucoup de blé dans ta remorque. Du coup, on va parler plutôt de rendement. Donc là, c'est un peu plus technique. Donc on va parler d'hectares et de quintal ou quintaux. Pour vous donner un peu l'idée, un hectare, c'est égal à 10 000 mètres carrés. Et un quintal, c'est 100 kg. Du coup, j'ai regardé sur le téléphone. Donc, la moyenne générale en France, c'est à peu près 74 quintaux en hectare. Donc, ce qui fait 7400 kg par 10 000 mètres carrés. Voilà. Du coup, papa, je te rends la parole. Toi qui es toujours dans le champ. À tout de suite. Bon, donc, devant la machine, avec la barre de coupe, donc ici, on voit bien les cisailles en bas. On vient de nous couper le blé. Ici, c'est ce qu'on appelle les rabatteurs. C'est pour bien faire tomber toutes les épis, toutes les tiges dans la coupe. Et ensuite, la vis qui va avaler toute la matière à l'intérieur de la machine. On a ici un convoyeur, en dessous on a le batteur, et c'est dans cette partie qu'on a les secoueurs, les petits plateaux qui vont secouer et faire tomber les derniers grains. Bon, donc c'est parti, on est en machine. Hop, la barre de coupe devant. Christophe le pilote. Salut. Pas raté. Allez, c'est parti. On avale là. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le principe de la moissonneuse batteuse, c'est de séparer le grain de son épi. Et où arrive le grain? Juste derrière moi. La machine est équipée d'une trémie de stockage de combien de tonnes celle-ci? 4 tonnes. 4 tonnes environ. Ce qui permet à la machine d'être autonome, de faire quelques allers-retours dans le champ. Et de ne pas être obligé d'avoir un tracteur constamment sur le côté pour vider au fur et à mesure que la machine avance. Et donc quand notre trémie est pleine,
on vide dans la remorque. Le chauffeur là-bas, il est sérieux. Bon, Oxine, nous on bosse, on remplit des remorques, mais est-ce que tu peux nous parler un peu, qu'est-ce qu'on fait avec ce blé dans l'alimentation de nous, êtres humains? Alors papa, du coup je vais te montrer ce que nous on a sous la main dans la maison. Du coup d'abord on a la farine, donc c'est de la farine simple, hein, farine de blé, voilà. Donc c'est de la farine. Après nous avons aussi des céréales, donc ça c'est par exemple des céréales de blé soufflé. Donc voilà. Ça dépend des céréales, mais principalement toutes les céréales ont du blé. Après nous avons aussi de la semoule, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà. Nous avons aussi des biscuits salés, du coup, pour l'apéro. Des biscuits sucrés. Donc là, par exemple, c'est des biscuits de petit-déj un peu. Après, nous avons aussi des pâtes. Donc voilà. Et pour finir, on a du pain qui est fait avec la farine. Donc voilà, un peu tout ce qu'on pourrait avoir dans la maison. Donc du coup, vous pouvez chercher aussi dans votre maison ce que vous avez avec du blé et vous vous rendrez compte que vous aurez beaucoup de blé et qu'on en mange tous les jours. Du coup, autre utilisation pour l'être humain, ou nous, êtres humains comme tu dis papa, le bioéthanol est une sorte de carburant, je crois. Voilà, pour nous déplacer et non manger, ça c'est plus pour nous déplacer dans la vie de tous les jours que quelques voitures utilisent. Bon, donc on est parti avec Sullivan, on est parti vider notre remorque qui a été remplie forcément de blé. Et on va vous montrer toutes les étapes arrivées là-bas, parce que forcément, selon la qualité du blé, il sera trié. Donc allez, on a le temps de faire la route. Et je vous dis à tout de suite. Donc on est arrivé ici. Le tracteur va être pesé avec la cargaison. On va retenir le poids. Donc ici, juste derrière moi, il y a une petite tige qui va venir prélever un échantillon de la remorque de blé. Et avec cet échantillon, il sera analysé et on va savoir si ça va partir sur de l'alimentation animale, sur de l'alimentation humaine, que ce soit pour des pâtes ou pour le pain par exemple. Sur des zones de stockage comme ici, on va nous diriger dans différents endroits en fonction de la qualité du blé. Voilà. Remorque vidée. Hop là. Et donc, remorque vide, on va venir repeser, faire la différence et savoir le poids qu'il y avait dans la remorque.
Bon, nous voilà de retour dans le champ. L'infralyseur, donc la petite machine que je vous montre, qui a analysé rapidement le blé qu'on a livré. Et les résultats sont plutôt bons. J'ai le petit bon avec moi juste ici. Et il nous annonce un poids spécifique de 76,7. Une humidité, on est à 15,5, on est un petit peu haut. Et une protéine à 12,3. Donc on nous a annoncé qu'on est dans les critères d'un blé qui est donc panifiable. Donc Oxine, tu as le feu vert pour faire du pain avec ce blé qu'on a récolté aujourd'hui. Ah cool! Du coup on va pouvoir appeler, je vais pouvoir appeler notre artisan boulanger Michel. Donc voilà, c'est trop cool. Mais en tout cas, il va falloir que je me couche tôt parce que notre artisan boulanger Michel, il commence le travail à 1h du matin. Alors ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, moi je vous dis à demain parce qu'il faut vite que j'aille me coucher. Bisous bisous. C'est bon. Bon, 23h30, fin de journée. Oxine, demain matin il va falloir te lever tôt. T'as du pain à faire. Allez, bonne nuit. Bon allez, je suis arrivée à la boulangerie pour faire du pain et surtout des baguettes à Zuidkerk. Une belle petite boulangerie sur la place du village. Donc du coup on est bien arrivé chez Michel, du coup dans sa boulangerie à Zuidkerk pour façonner des baguettes. Du coup Michel, depuis combien de temps tu fais la boulangerie? Alors je suis boulanger maintenant, ça va faire 18 ans. Maintenant 18 ans, du coup j'ai démarré par l'apprentissage, pour la sortie du collège. Pendant 5 à 6 ans j'ai fait de l'apprentissage et puis après j'ai trouvé un poste comme salarié. Et après je suis venu m'installer ici au village de Zuidkerk. À mon compte, ma propre boulangerie depuis maintenant bientôt 3 ans. Et toi, t'es un vrai boulanger, tu fais toute la fabrication? Oui, je fais toute la fabrication de A à Z, vu que je suis tout seul. Après, j'ai une gamme moins large, je suis tout seul, mais bon, j'ai pour but de faire tous mes produits qui sont au magasin 100% maison. Donc, je fais tout de A à Z, avec des produits au maximum, des produits locaux. Donc là, du coup, on va fabriquer une baguette zuidkerkoise. Et du coup, la farine, ça vient d'où? Alors ça, on va utiliser pour la zuidkerkoise, c'est une farine de tradition. Une farine déjà qui n'a pas d'additif dedans, uniquement du blé. Et c'est des farines qui viennent d'un moulin qui est de l'Artois, à 1 heure de la boulangerie. C'est de la farine issue de blé de la Somme et de l'Artois. D'accord. Donc assez proche d'ici. Donc du coup, le blé qu'on a récolté, il sera peut-être dans la zuidkerkoise. Ah ouais. Bon allez, c'est parti, on est parti au boulot.
Bon, du coup, désolé, je peux pas vous montrer l'étape blé à la farine. Donc, du coup, on n'a pas eu accès à des moulins, mais je vais quand même vous montrer la farine. Donc, voilà la farine. Donc, du coup, quand le blé sort du moulin, bah, ça fait de la farine. Voilà. Donc, du coup, c'est de la farine 100% française et 100% des Hauts-de-France. Première étape, bien se laver les mains. Là, on pèse tout avant de pétrir, du coup de tout mélanger ensemble. Maintenant, on va pouvoir démarrer le peser. Du coup, on a la farine de tradition, sans additifs, il n'y a rien, uniquement de la farine. Là, on est 100% blé, du coup. Ouais, voilà. Farine, cube de butter, le levain. Le levain, ça c'est pareil, avec la même farine, on fait un mélange d'eau et de farine. On laisse fermenter quelques heures avant de mettre au froid. C'est ce qui va permettre à la pâte de développer des arômes, la fermentation, et puis d'avoir une mie alvéolée. C'est ce qui est le plus important dans la baguette de tradition. C'est le vin naturel, quoi, ce qui est utilisé il y a des siècles. Alors du coup là, on va nourrir notre levain, ça s'appelle, le rafraîchir. On va mettre de l'eau chaude pour accélérer la fermentation. Ici une eau chaude. On met combien de kilos? Temps pour temps, on nous dit. Autant de farine que d'eau. Là tu peux mélanger tout doucement, je te laisse faire. Tu mélanges tout doucement, jusque tant que l'eau est incorporée avec le reste du levain. Et on va ajouter la farine. Voilà, tu peux remettre sur la balance. C'est juste un mélange d'eau et de farine, le levain, qui va juste fermenter pour finir à faire une pâte. Et ça fait un peu comme la levure, en fait, ça remplace la levure. Voilà. 100% blé. Après, au fur et à mesure, on va voir les bulles qui vont. Ouais, on dit il est vivant, que le levain. Il y a des bulles. Ouais. Et après, tu vois, dans 3 heures, il va arriver aux 3/4 du seau. Là. Ah ouais. On va laisser 3 heures et on va avoir un beau levain. Le sel pour le goût. Ensuite, de l'eau. Ouais, après, bon, je fais une petite recette. Là, on va juste mélanger pendant 10 minutes. Avoir une pâte. Toujours tout doucement. On n'agresse pas la pâte. Oh, mais elle est déjà pratiquement bonne, la pâte. Ouais, là, il y a eu 10 minutes en première vitesse. Et là, on va mettre 2 minutes en deuxième vitesse. Oui, ça va déjà plus vite. Et la pâte, tu vois, va se décoller un petit peu. On va pouvoir la mettre dans un bac pendant 3 heures. On va toujours des temps de repos. Comme ça, on a bien toute la pâte homogène. Voilà. Comme si vous faisiez votre pain à la maison, votre cookie, bah, c'est la même chose. Voilà. Mise en forme. Voilà. On va les laisser reposer Ça va vite. pendant 3 heures. Bon, 3 heures plus tard, du coup, c'est bon, elle est en bonne fermentation. On voit les petites bulles, donc normalement, c'est que c'est bon. On va les peser à 350 grammes. On utilise un coup de pâte pour détailler les pâtes. En gros, ça fasse 350 grammes. Essaye.
suivi depuis le début, vous savez que c'est que de la farine de blé et de l'eau et un tout petit peu de sel. Du coup, là, avant de la laisser reposer, on fait une légère mise en forme, on appelle ça. Ah ouais. Sans agresser la pâte. Tu prends ta pâte, Ouais. comme ça, et tu fais un pli. C'est Vas-y. à peu près. À peu près. Je l'ai fait toute seule. On va laisser reposer 20 minutes avant de les façonner. Après, on va mettre en forme la baguette après. C'est la forme définitive. Alors, on va pouvoir faire le façonnage. On va mettre sur des toiles en lin pour pas que la pâte elle colle. Puis il n'y a rien de plus naturel que du lin. On va prendre nos baguettes, ils ont reposé 20 minutes. On prend le bâton. Là, on déglace légèrement. On fait un pli. Deux plis. Et après, on allonge la baguette. Et là, on voit encore toutes nos bulles d'air de fermentation. C'est ce qui va avoir un bel alvéolage dans notre baguette. Alors, là, tu dégazes légèrement. Tu prends un bord. Alors là, on a nos baguettes. Maintenant, il manque plus que la fermentation, c'est-à-dire une bonne heure et demie à 22 degrés. Donc dernière étape, ça va partir en cuisson. Alors là, on a les baguettes qui sont façonnées et qui ont été en pousse pendant 3 quarts d'heure. Et là, ils sont à mettre au four pour pouvoir les cuire. C'est quoi la mise en pousse? La pousse, c'est un temps de repos qu'on donne à la pâte à 25 degrés pour qu'elle gonfle. Qu'on soit à la grosseur demandée pour aller en cuisson. En gros, c'est juste bien pour aller au four. On va les mettre sur le tapis à enfourner. La lame, ça permet de... On dit c'est la signature du boulanger. C'est ce qui permet d'avoir une belle régularité au four et que la baguette elle soit belle. Ouais. Une lame comme ça. Voilà. On va mettre de la vapeur. La vapeur, c'est... On envoie de l'eau dans le four. Pour plus de brillance et puis d'avoir une belle croûte sur la baguette. On va partir au four. Vas-y, avance. On va se bloquer là. Vas-y, avance. Voilà. On a vu qu'ils sont au four. On met la vapeur. Et là, ça va 20 minutes. Là, ça va 20 minutes au four. Du coup, c'est à 250 degrés. À 250 degrés pendant 20 minutes. C'est bon, nos baguettes ils sont mis à cuire. Ils sont très chauds.
C'est bien. Voilà, maintenant elle est prête à manger. Donc du coup là on va vérifier si la fermentation elle a bien marché. Donc il y a des petites bulles, donc l'alvéolage. On va voir si elle a bien marché. Vous voyez toutes les bulles là qu'on voit en fait, tous les trous, bah, c'est l'alvéolage. Si toutes les bulles qu'il y a dans le pain, et quand il lève, bah, ça finit par faire des bulles partout. Grâce au levain et à la fermentation. Bon voilà, c'est une fin de vidéo. On a enfin nos petites baguettes qu'on a fait nous-mêmes. Donc merci à papa qui a fait la vidéo avec moi. J'espère que ça vous aura plu, ce petit format différent de d'habitude. Oui. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et aussi vous abonner. Et merci beaucoup à Michel et Christophe Noël d'avoir fait notre vidéo et d'avoir participé à la vidéo. Voilà, et aussi passer du coup du temps avec nous. Voilà. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, gros bisous.